on va vous présenter, c'est des projets qui concernent la dyslexie, dysorthographie. Alors, moi, je vais prendre la parole juste 5 minutes pour vous contextualiser un petit peu tout ça. Mais après, on donnera rapidement la parole à Angélique Hainaut, de la mission handicap de l'Université catholique de Lyon, avec qui je collabore depuis des années maintenant. On va pas dire combien de temps, hein, Angélique, ça... Michael Rouillard, avec qui je collabore récemment, voilà, depuis quelques années. Je le vois pas, mais voilà. Et puis ensuite, Régine Chakarian et Katel Dachari, pareil, depuis quelques années, on collabore, elles viennent d'arriver. Donc là, juste, je vous contextualise un petit peu. Donc voilà, pourquoi on s'est mis à travailler sur la dyslexie dysorthographie. En fait, en 2012, j'ai la mission handicap de l'Université de Lyon qui m'a contactée, Lucie Dumas, et qui m'a dit, bah voilà, moi j'ai un problème, j'ai de plus en plus d'étudiants dyslexiques dysorthographiques qui viennent dans l'enseignement supérieur, mais finalement, on les connaît que très peu et on ne sait pas comment les aider, mis à part en leur donnant un petit temps supplémentaire en examen. Bah oui, c'était un peu limite. Et puis à l'époque, moi je sortais de ma thèse, de mon postdoc, j'étais plutôt spécialiste du développement du langage oral et écrit chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte tout venant. Mais on m'a motivée, je dois remercier François qui m'a dit « mais lance-toi ». Donc je me suis lancée, on a commencé les projets et quand vous voyez ces chiffres-là, les derniers qui sont sortis, c'est qu'en 2023, on avait 64 000 étudiants en situation de handicap. Donc ça, c'est déjà un premier chiffre qui augmente chaque année. Et ça fait x8 depuis 20 ans. Donc vraiment, on sait de... Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On accueille de mieux en mieux, j'espère, ces étudiants-là. Et en un an, ça a pris 8 points. Voilà. Donc vraiment, cette population, elle est de plus en plus importante. Et puis parmi tous ces troubles, enfin parmi ces étudiants en situation de handicap, alors évidemment la catégorisation du ministère n'est pas la même que la nôtre, mais on peut retrouver les personnes porteuses du trouble de la dyslexie dysorthographie dans ce qu'ils appellent les troubles du langage et de la parole, et ces troubles-là vont être les plus représentés dans l'enseignement supérieur. Donc voilà pourquoi Lucie Dumas est venue me voir il y a quelques années, et voilà pourquoi je me suis mise à travailler sur la dyslexie dysorthographie. Alors voilà, depuis, il y a eu 9 projets qui se sont penchés sur la dyslexie dysorthographie depuis 2013. Le premier, ça a été Étudis, voilà. Et puis ensuite, le dernier, c'est Disigo. On attend le feu vert du CER qui ne saurait tarder pour aller dans les écoles, le collège et les lycées. Et tout ça, le Disigo est inspiré du projet Distracker, dont vous aurez une démonstration en fait cet après-midi, où on fait écrire et lire des individus présentant une dyslexie dysorthographie équipés d'un oculomètre que l'entreprise Sierra Neurovision a développé. Et nous a beaucoup aidé à adapter le produit à nos besoins de recherche. On en parlera lors des démonstrations, et puis sans doute, Michael, tu vas aussi en parler. Voilà, bon, ça c'est un petit film qu'on pourra vous passer. Alors juste, ça c'est un slide issu du cerveau de Chris, hein. Vous reconnaissez la patte, hein, j'imagine. Mais c'est super parce que du coup ça nous permet d'avoir une vision vraiment très large sur ces projets comme ça qui durent sur des années. Et donc les projets sur la dyslexie dysorthographie, eh ben oui, il y a de la recherche, il y a des projets, il y a eu des publications scientifiques. On a toujours essayé de penser à la valorisation sociétale. Alors vous allez me dire, ce serait quand même le comble si moi je n'y pense pas, hein, puisque une partie de mes missions c'était d'assurer la valorisation sociétale du LABEX avec des outils qu'on a développés. De la valorisation un peu plus économique, même si c'est pas la valorisation économique telle qu'on l'entend dans les sciences dures, mais en tout cas une valorisation où on va vers les entreprises ou les associations. Et puis on a pensé à la formation. Alors le principal outil de formation qu'on a développé, c'est le MOOC, étudiants dyslexiques dans mon amphi, comprendre et aider. Et puis on essaye aussi de penser à développer une application qui s'appelle Analydis, qui est pour les orthophonistes. Je le fais avec Mathieu Quignard et Agnès Vitko, parce que je suis pas toute seule à chaque fois, j'ai pas dit tout le monde, mais voilà. Les principaux partenaires, il y a Mathieu Quignard et Agnès Vitko, et Luce Bigarnet aussi, qui commence une thèse avec nous. Mais voilà, j'aime bien cette slide, donc Chris est l'autrice, parce que du coup ça donne une vision large
de cette thématique au sein de la SLAN à travers les années. Et elle a d'autres slides comme ça sur la linguistique interactionnelle, par exemple la migration, sur les projets de Sophie, je crois aussi, sur le développement du langage. Elle en a plein dans sa boîte à outils. Ouais, je te préviens. Voilà. Donc voilà, maintenant, en fait, je vais passer la parole à Angélique, et puis après à Michael. Merci beaucoup. Donc, alors, c'est comme ça. C'est ce micro-là, non? Tu peux le prendre, les deux fonctionnent. Tu peux le prendre à la main? Oui, je peux faire. Bon, alors, je vais... Déjà, première chose, vous allez entendre ma voix, je suis à faune depuis 3 jours. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, c'est vrai que notre collaboration avec Audrey, elle est de longue date. Et l'intérêt, je pense, déjà en premier lieu, ce que je vais faire, je vais présenter quand même l'Université catholique de Lyon, qui est peut-être peu connue, mais il faut savoir quand même, à Lyon, on a 8000 étudiants. Donc, 8000 étudiants, c'est pas rien. C'est réparti en sciences humaines, en droit. Ce n'est pas que de la théologie, comme on peut entendre, on peut se l'imaginer. Sachez que la théologie, ça représente vraiment très très peu d'étudiants, mais que le gros représente bien des étudiants, des jeunes étudiants qui ont envie d'apprendre. On est répartis aussi sur 3 campus. Donc à Lyon, on a 2 campus, un qui sont chacun des 2 côtés de la gare, un qui est sur la place des Archives et l'autre qui est sur place Carnot. On a aussi un 3e campus qui se développe aussi pas mal, où il y a 1000 étudiants qui sont basés à Annecy. Alors c'est vrai que par rapport à notre université, le fait qu'on soit plus petit, qu'il y ait moins d'étudiants, que les effectifs soient moins grands, ça permet aussi, je pense, d'accueillir bien les étudiants qui aussi ont des troubles de la dyslexie. Par rapport aux chiffres que Audrey vient de vous présenter, sachez que dans notre université, il y a 34% des étudiants qui sont en situation de handicap autour de la dyslexie et de la dysorthographie. Donc c'est pas rien comme chiffre. Et, du coup, c'était quand même important pour nous de pouvoir un peu essayer de mieux comprendre à la fois ce phénomène et à la fois de mieux accompagner les étudiants. Donc c'est pour ça, dans le MOOC, par exemple, dont Audrey vous a parlé, il est aussi largement diffusé au sein de notre université, aussi bien auprès des enseignants qu'auprès des étudiants. Et ça aide progressivement, on peut dire, ça fait des petites touches qui se mettent bout à bout pour essayer de bien comprendre et d'accompagner ce phénomène. Donc sur la question de la dyslexie à proprement parler, moi je dirais que l'enjeu, effectivement, il est bien sociétal. Il est sociétal d'une part parce que dans le cadre des apprentissages, effectivement, ça peut avoir des conséquences concrètes sur comment apprendre et comment mieux gérer son temps et comment apprendre comme les autres et doit être un parcours de réussite. C'est ce qui nous apporte dans ce sens-là. Et puis au-delà, c'est comme si, je ne sais pas si vous partagerez ce point de vue, mais c'est comme si la dyslexie, tout d'un coup, elle devenait totalement volatilisée quand on est dans le monde professionnel. C'est certain qu'il y a des outils qui vont aider les futurs professionnels dont ne peuvent pas bénéficier les étudiants. Quand on prend tous les outils numériques qui sont à disposition maintenant, n'importe quel salarié peut mettre un très bon correcteur orthographique sur son poste. Pour autant, à l'université, voilà, on va être toujours sur les stéréotypes, sur la question de l'orthographe, parce qu'effectivement, on est dans l'univers du savoir, on est dans l'univers du langage, et que du coup, ça fait toujours un frein, cette histoire d'orthographe. On n'est pas forcément exemplaire, moi je dirais l'université catholique dans ce sens-là, je ne vais pas m'ériger sur une montagne, mais en vérité, on essaie quand même d'être au plus près des étudiants. Et au plus près aussi, de faire aussi un travail de fourmi auprès des enseignants pour que progressivement aussi
comprennent bien que oui, ce sont des étudiants qui sont en capacité de réussir comme tout le monde. Donc c'est vrai que dans un premier projet, sur cette question de la valorisation, sur un des premiers projets, on a travaillé avec Audrey, on s'est plutôt adressé à l'ensemble des autres étudiants, aux normolecteurs, et de pouvoir créer un événement pour que les autres étudiants qui ne sont pas dyslexiques puissent avoir une autre présentation que leurs camarades dans les amphis. Et ça, je trouve que c'était un point qui était quand même assez important. Et là, récemment, justement, sur ce projet de Distracker, moi, je trouvais aussi intéressant de pouvoir aussi avoir un autre regard. Et c'est vrai qu'une partie des étudiantes de l'UCLI ont participé à la recherche des cobayes pour la recherche d'Audrey. Voilà moi ce que je voudrais dire. Moi, je trouve que effectivement, de toute façon, qu'on soit université catholique ou université tout court, je pense que l'ouverture sur le monde est forcément indispensable. On ne peut pas rester dans un entre-soi, quel que soit notre contexte. Voilà pour ma part. Tiens, je te remets un petit verre d'eau. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Michael et si vous voulez, on fera les questions après que tous les intervenants soient passés. Je vais lancer la... Oui, tu peux, ouais. Bon, je te lance la... Je sais pas où Bonjour à tous, donc je suis Michael Rouillard, je suis un des cofondateurs de la société Sierra Neurovision. Alors Sierra Neurovision, c'est une société qui est beaucoup plus jeune. C'est une société qui est beaucoup plus jeune que le projet l'ABEX Aslan. Nous, on est né d'une rencontre il y a 5 ans entre un orthoptiste et un ingénieur. Je suis ingénieur. J'étais dans une salle d'attente avec plein de mômes en fait. Et je suis venu une fois, je suis venu 2 fois, je suis venu 3 fois et j'ai fini par demander à l'orthoptiste, qui est donc devenu mon associé, Lionel Moirou, pourquoi il y avait tant d'enfants. En fait, il y avait tant d'enfants parce qu'il était spécialisé, il l'est toujours, sur les troubles de l'apprentissage. Moi aujourd'hui, à l'époque, les termes TND, TDAH, j'avais pas trop d'idées de ce que ça pouvait être, mais j'ai cru comprendre en fait au fur et à mesure des échanges que j'ai eus avec lui, parce qu'il me prenait en charge pour des problèmes de convergence, un truc pas très clair, fallait qu'il me prenne en charge, mais j'ai cru comprendre que c'était pas simple pour lui en fait de savoir quand prendre en charge un enfant, quand l'orienter vers un orthophoniste, quand il pouvait pas en fait avancer en fait de manière maîtrisée en fait dans la prise en charge de cet enfant. Et ça c'était il y a 5 ans, et donc on a créé la société il y a 4 ans, on a fait 2 ans de recherche et développement pour aboutir en fait à ce casque là que je vais vous en parler, puis on le verra en démonstration tout à l'heure. Voilà. Avant de partir effectivement sur l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons aujourd'hui, je voudrais remercier Audrey, Mathieu, Luce pour leur qualité, leur dynamisme et aussi la sympathie en fait, qu'on a dans tous ces échanges depuis plus de 2 ans. Rappeler que Sierra, c'est une société qui est très tournée effectivement vers les partenariats en recherche, mais qu'on veut aller plus loin après 2 ans de travaux avec le CNRS, donc ICAR, mais aussi la PHP et différents CHU. On veut aller plus loin. Aujourd'hui, on a près de 250 produits installés dans des cabinets d'autopsie, mais aussi dans des laboratoires de recherche. La partie orthophonie, notamment, apparaît depuis quelques mois. Et on ne s'est pas lancé tout de suite là-dessus, mais c'est un vrai
un vrai mouvement de fond en fait qui aujourd'hui nous sollicite et on n'est pas encore armé en fait tout simplement pour pouvoir vous accompagner, aller plus loin dans ces études-là. Et Distracker était une première collaboration, mais on continue sur Disigo notamment. Donc le cast, alors il y a des slides, mais en fait c'était encore plus simple parce que ça se présente bien quand on est à distance, mais en fait quand on est ensemble, c'est encore plus simple. Ce casque, en fait, vous le voyez ici, c'est un casque, comme je le disais tout à l'heure, qui a été principalement pensé pour les enfants, dès l'âge de 6 ans. En dessous, c'est un petit peu compliqué par rapport à l'ensemble des consignes, par rapport aux mesures neurovisuelles qui doivent être réalisées, mais il peut être utilisé par un adulte, ce qui a été fait notamment avec vos étudiants. Cet outil, en fait, il permet de travailler assis, debout, couché, pourquoi pas, ça n'a jamais été fait, mais ça pourrait, sur un grand écran, sur un petit écran, et sur des supports réels. Ça, c'était important, et c'est ce qu'on a pu voir dans le projet Distracker. C'était de l'écriture, mais c'est aujourd'hui aussi sur des livres où on va pouvoir écrire, tracer ce que l'on souhaite, et pas seulement être en situation de lecture. Ça, c'est effectivement la polyvalence du produit que l'on voulait et qui avance de plus en plus. Ce qu'on a introduit tout dernièrement, c'est effectivement cette synchronisation. On va le voir parce qu'on est à nos kilomètres. Alors le kilométrie, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est effectivement l'analyse du mouvement des yeux, tout simplement, avec plus ou moins de précision sur les différentes caractéristiques mesurées. Et tout ça, maintenant, on l'associe au son, à la voix, de manière à pouvoir mener des analyses, notamment dans la partie orthophonie. Aujourd'hui, nous, on a 4 modules à disposition. La partie neurovision, c'était le cœur du premier sujet, avec mon associé dans le domaine de l'orthopsie. On parle aussi de vision binoculaire. On a besoin de 2 yeux, idéalement, qui regardent au même endroit quand on utilise ces capacités. Puis après, on a de l'entraînement. Et puis, pour le sujet du jour, toute la partie recherche sur laquelle on a contribué modestement à tout ce projet Distracker, sur lequel il y avait quand même beaucoup d'enjeux technologiques, de la communication avec différents outils, beaucoup de données à traiter, beaucoup d'analyses en masse en fait à automatiser. Donc on a travaillé pendant ces 2 années avec l'équipe pour sortir des résultats qui pourront être évoqués lors de la démonstration notamment. J'ai voulu vous apporter un petit exemple en fait, alors sans souris, je ne sais pas comment ça va se passer, sur des exemples d'analyse en fait qui peuvent être faites avec des sujets 10 pour illustrer un petit peu la compréhension que l'on veut apporter. En haut, en fait, vous avez le mouvement des yeux, de gauche à droite, en fait. On le voit, les yeux qui partent à gauche et qui, en fait, durant les sauts, redescendent, en fait, vers chaque saut de ligne, en fait. En deuxième partie, vous avez, en fait, un signal qui descend. En fait, ça, c'est le changement de ligne, tout simplement. Et qu'est-ce que permet l'outil? En fait, c'est permet de voir vraiment les yeux. Pour un orthoptiste, c'est important. Et de pouvoir synchroniser où est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qui se passe. Et là, on va pouvoir voir notamment ce qu'on zoome actuellement, des rétrosaccades. Le fait qu'on recule sur des lignes de manière qui n'était pas prévue. Et pour un enfant 10, en fait, on voit tout à fait ce qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de rétrosaccades en fait, dans cette ligne-là. Et si on rezoome, je ne sais pas si je vais y arriver, voilà, on peut voir en fait que les premières lignes sont lues rapidement, mais en fait la charge cognitive est importante. Et plus on avance dans le texte, et plus les lignes sont longues à lire, et plus c'est coûteux en fait pour l'enfant. Donc ça permet d'illustrer assez simplement une part des travaux qu'on a pu réaliser dans ce projet. Autre exemple, très rapidement, c'est un outil qui permet effectivement, et ça c'était l'objet en fait de cette rencontre avec mon associé, d'évaluer au début d'une prise en charge la situation d'un enfant, en l'occurrence. Là c'était un enfant donc, qui a des troubles de l'hyperactivité, des troubles de l'attention. Avant la prise en charge, après la prise en charge. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez en fait sur la partie haute, différents troubles sur des phénomènes dits de saccade, on va de gauche à droite, on doit suivre des cibles de manière un peu coordonnée. On a plein de troubles avant la prise en charge et on n'a plus qu'un seul trouble après la prise en charge. Ça permet vraiment de maîtriser de manière mesurée le progrès en fait.
Là, vous avez la même chose sur une autre mesure, c'était pas de la séquence, c'était de la poursuite. Les différents, je dirais, éléments mesurés par les orthoptistes. Et là, en fait, on est sur la partie qu'on appelle la fixation. Il y a une étude particulière qui a été menée et qui permet, par mon associé, et qui permet de mettre en avant la surface de fixation. C'est votre capacité, en fait, à cibler un objet de manière précise. Et si vous avez des troubles, en fait, cette surface de fixation, quand vous la regardez, elle va être beaucoup plus grande. Et quand vous avez moins de troubles, c'est l'objet de cette étude, vous allez effectivement avoir une surface qui est beaucoup plus restreinte. Donc ça, c'est une étude qui ouvre la porte, en fait, à peut-être un élément différenciant, cette fameuse surface de fixation, entre des enfants normotypiques et des enfants qui auraient des troubles de l'attention. Petite ouverture sur la partie TSA. Le produit en fait est complètement paramétrable en termes d'image, en termes de vidéo, en termes de texte. Là en fait on a un exemple entre ce que sur un visage où là ça va être un je dirais lecteur ou une personne normotypique qui va en fait regarder effectivement un visage de manière en commençant par les yeux, puis le nez, le visage, les yeux, enfin la bouche. Alors qu'effectivement, là, on n'a pas fait l'enregistrement sur un TSA, on va avoir d'autres comportements. Donc ça ouvre, je dirais, la voie à différentes études très facilement. Voilà, donc Distracker, on a adoré, on adore toujours. On regarde aussi Disigo qui va commencer. Et dans le cadre des sujets orthophonistes, on reste ouvert en fait à différentes collaborations dans le domaine de la recherche. Donc auprès des personnes dans la salle ou d'autres personnes que vous connaîtriez, nous restons à disposition. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Régine et Cathèse de l'association Apédadis. Tu peux passer les slides avec toi. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Régine et je suis maman d'un enfant dyslexique, sévèrement dyslexique, qui a 40 ans. Et moi, Cathèse, maman d'un jeune de 20 ans qui est dyslexique, TDAH, dysgraphique, dysorthographique. Et on fait partie toutes les deux d'une association qui s'appelle Apédadis, qui est implantée sur toute la France, mais nous on représente la partie Paris, et on a travaillé avec plaisir avec Audrey lors d'un projet de recherche dont on parlera tout à l'heure. Alors on nous a demandé d'intervenir sur le thème quel est l'intérêt pour une association de travailler avec un organisme de recherche. Donc, Régine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que les associations peuvent apporter à la recherche? Alors, moi je dirais qu'évidemment, les associations, elles apportent plein de choses très intéressantes. Et la première chose, bien sûr, c'est la connaissance du terrain. La connaissance du terrain, parce que nous, on est vraiment au niveau du terrain, on parle tous les jours avec des parents ou des adultes dyslexiques et on écoute leurs difficultés, on répond à leurs difficultés, on trouve avec eux des solutions et on essaye de les mettre en œuvre. Alors, cette réalité du terrain pour une association, pour un organisme de recherche, c'est intéressant parce que ça permet de bien comprendre les besoins et les réalités. C'est également un endroit où les organismes de recherche peuvent trouver des personnes en situation de handicap, mais en particulier autour de la dyslexie, et où nous, on peut les aider à proposer, à diffuser des enquêtes.
Ça nous permet aussi de co-construire des solutions. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois, tant au sein de l'association elle-même, qui est la PEDA, que de la fédération, hein, puisqu'on fait partie d'une fédération des troubles de 10, qui s'appelle la FF10. On fait partie aussi d'un organisme plus européen on est aussi membre fondateur, qui s'appelle European Dyslexia Association. Et avec ces organismes, on contribue à co-construire des outils, des solutions, à tester des mises en place d'éléments qui peuvent aider concrètement dans la vie. Et puis, bien sûr, on contribue, les associations contribuent à la diffusion de ces avancées. Merci, merci Régine. Mais moi, je vais te demander maintenant, quel est l'intérêt pour une association d'être en contact et en collaboration avec un laboratoire de recherche? Oui, parce qu'on parle de solutions sur le terrain. Ces solutions, malheureusement, elles sont souvent pas satisfaisantes à 100%. Donc, on a besoin de pouvoir vous aider à avancer et à aller chercher justement ces solutions plus performantes. C'est vraiment très important pour nous. Vous nous aidez aussi à mieux comprendre en allant vraiment creuser les racines du problème et la complexité des troubles. Hein. On a vu que certains tout à l'heure pour tout ce qui concerne la vision, mais c'est évidemment la lecture, le langage écrit, le langage oral, hein, souvent c'est associé aussi à d'autres troubles. C'est plus complexe que les yeux et c'est très, très complexe derrière. Donc vous nous aidez à mieux comprendre tout ça. Ça nous permet aussi quand on diffuse l'information, tu parlais aux familles de mieux accepter. C'est toujours un travail d'acceptation quand on découvre des troubles. Donc, ensuite, évidemment, pour nous aussi, travailler en partenariat avec des chercheurs, c'est légitimer aussi notre rôle et donc auprès du grand public, auprès des familles, auprès des professionnels qui accompagnent ces familles, ces adultes, les orthophonistes, les orthoptistes, les psychomotriciens, les psychologues, les psychiatres, les médecins, tous les aidants qui sont, je pense, les professeurs évidemment, les universitaires, les référents handicap. Le spectre est large. Et évidemment aussi auprès des institutions, que ce soit les institutions de l'éducation, de l'université, du travail, de la santé. Et là, nous à PEDA 10, on est plus sur le terrain, on répond aux particuliers. Par nos actions auprès de la Fédération française des 10, et auprès, par exemple, on participe au CNCPH, on est auditionné, voilà, la FF10 est parfois auditionné aussi récemment par le Sénat. Donc on contribue aussi à faire bouger les choses auprès de la réglementation ce qui parfois facilite aussi l'acceptation de certaines solutions aussi qui sont développées. Est-ce que tu peux, Régine, peut-être tu parlais d'un exemple, peut-être que oui, on pourrait donner un exemple. Alors, on va donner l'exemple de... Alors, moi, je m'intéresse plus, on va dire, aux adultes. Un jour, on a été approché dans le cadre de l'EDA, et on nous a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour contribuer à un projet de recherche sur la dyslexie au travail? Donc on a dit oui, ça serait une bonne idée parce que finalement les enfants, on s'en occupe. L'université, il existe quand même des référents handicap.
dans le monde du travail et dans le monde des adultes, ben, finalement, c'est quand même moins courant. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Et là, on s'est dit, mais oui, mais il nous faut un organisme de recherche, il nous faut un chercheur, mais qui pourrait nous aider à chercher? Et Audrey nous a rejoints, donc on était 3. Et cette étude, ce projet de recherche avait une première étape, on va dire, qui était regarder et comparer au niveau européen les différentes législations en termes d'accès au travail et concerner les adultes. Donc il y a eu un panorama qui est assez intéressant. Par exemple, un exemple, c'est eh bien, en Angleterre, il n'y a pas besoin de dire que on a une reconnaissance de trouble, une reconnaissance de handicap. On a droit aux aménagements sans démontrer, sans prouver qu'on est handicapé. Donc ça, c'est quand même très éclairant parce que du coup, ça ouvre des perspectives. La deuxième partie, le deuxième volet, c'était une étude, une enquête auprès des entreprises pour voir et pour savoir comment elles mettaient en œuvre l'accompagnement des salariés qui souffraient de troubles de dyslexie. Donc ça aussi, c'était très intéressant parce que ça nous a permis de balayer les différents dispositifs au niveau européen et de les comparer. Et la conclusion ou l'aboutissement, on va dire, ça a été la rédaction d'un livret que nous avons pu diffuser. Et ça, c'est important de pouvoir diffuser pour les familles, pour les associations. C'est important de pouvoir diffuser des conseils pratiques. Parce que quand le manager dit « Oui, ben je sais, il est dyslexique, mais bon, c'est bon, ça va, il compense. » Non, il compense pas. Il est quand même toujours fatigué. Il va falloir quand même l'aider à se reposer. Accepter que, de temps en temps, il puisse prendre une pause. Accepter, de temps en temps, qu'il puisse se mettre dans une pièce séparée. Donc, l'acceptation et la mise en place des aménagements et des aménagements en termes d'organisation ou des outils à mettre en place, c'est toujours plus facile quand on a un document ou on va dire des éléments concrets d'exemples à diffuser. Voilà à quoi ça peut servir concrètement un projet de recherche. Et maintenant, on peut terminer par... Alors, pardon. Oui, avant de vous parler, voilà, je vous avais mis quelques petits exemples des actions de partenariat aussi avec les associations autour de la dyslexie et la recherche. Les chercheurs et les médicaux aussi, les orthophonistes, les thérapeutes, etc., peuvent participer donc à la Journée nationale des 10. Donc, c'est toujours au mois d'octobre, et peuvent intervenir, peuvent venir partager leurs avancées et échanger. C'est un lieu aussi de partage et d'échange. Il y a des tables rondes. La FA10 a mis en place également depuis l'année dernière un colloque scientifique. Qui va être renouvelé. Il a eu beaucoup de succès. Donc, pas hésiter aussi à suivre les actualités de la FF10. Et au niveau européen, il y en a un cette année. Donc, l'EDA encourage également tous les chercheurs à venir partager leur paper sous forme de présentation orale, en groupe ou individuel, ou sous forme de poster. Donc, n'hésitez pas à postuler. C'est encore ouvert jusqu'au 28 février. Une petite... oui, tu disais, de quoi on a besoin réellement. Comme tu disais, c'est de recherche tout au long de la vie.
Et les étudiants, c'est super tout ce qui se passe ici à Lyon avec tout ce que vous avez mis en place déjà. Donc, vraiment, voilà, ce qu'on a tendance quand même à privilégier les enfants, ok, évidemment, parce qu'il faut qu'ils accèdent à la lecture, mais ça reste toute la vie, et toute la vie, on va avoir des impacts et des conséquences invisibles aux autres qu'il va falloir soit faire avec, ou au mieux, justement, pouvoir compenser, savoir comment compenser. Et dans le monde du travail et dans la vie quotidienne. Donc des réponses à nos besoins concrets, donc en termes d'aménagement concret, quelles solutions pratiques, hein, et ça va jusqu'à est-ce que c'est autorisé, est-ce que concrètement, est-ce que c'est pas trop cher non plus, comment on le finance, etc. Des compensations plus au niveau de l'organisation, quels sont les conseils qu'on peut leur donner finalement pour s'organiser au mieux, pour compenser la fatigabilité, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure. Évidemment, de la compréhension. Ça, on compte sur vous et on en découvre tous les jours des nouveautés. Donc, et surtout, oui, bien partager, parce que c'est vrai que souvent, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous demander de diffuser leurs enquêtes, mais ensuite, après, on n'a pas les résultats. Donc, on est un peu frustrés parce qu'on ne peut pas diffuser. Et donc, vraiment, voilà, on encourage à le partager le plus possible. Donc, voilà, en faisant partie en venant le partager dans des séminaires, mais aussi si c'était possible aussi de les partager de façon accessible aux familles qui elles-mêmes peut-être aussi ont un trouble 10 et aux adultes 10 qu'ils puissent pouvoir le comprendre facilement aussi. Donc ça reste très important aussi pour nous.